Je vais débuter par une longue citation, d'où la slide longue citation. La profession d'infirmier est régulièrement présentée dans la littérature de la psychologie positive comme un exemple flagrant de profession pour laquelle la résilience est vitale. Les infirmiers travaillent, il est vrai, dans des environnements où règne souvent la détresse, où l'on constate aussi, dans les hôpitaux notamment, des difficultés interpersonnelles. Ils sont témoins de scènes tragiques, ils ont souvent à faire face à des charges de travail excessives, alors que leurs salaires sont modestes. Si les agents de police, les pompiers et les militaires sont aussi cités régulièrement dans cette littérature, les infirmiers résilients, ils sont particulièrement mis en valeur dans la mesure où ils incarnent la capacité de s'adapter et de se confronter à des expériences négatives et à des conditions de travail défavorables, capacité qui, comme le souligne avec insistance cette littérature, est à la portée de tout un chacun. Cette manière de placer la résilience en tête des priorités du salarié permet fort commodément de ne pas aborder des questions aussi nombreuses que délicates, les augmentations budgétaires, les augmentations salariales, la durée des congés, la reconnaissance sur le lieu de travail, sans parler de problèmes d'ordre éthique jugés de moindre importance que le bonheur et la productivité. Je finis la longue citation. Il n'est donc pas étonnant que les organisations se montrent si intéressées par la notion de résilience, invulnérables, responsables et autonomes, capables de s'adapter sans difficulté au changement. Les salariés résilients correspondent au portrait robot de l'employé idéal. La résilience permet ainsi de maintenir des hiérarchies implicites, de légitimer les idéologies dominantes et les exigences des employeurs. Quant au coût psychologique des situations professionnelles problématiques, instables, peu satisfaisantes à tous égards, les employés sont désormais invités à s'en occuper eux-mêmes. Alors, si je débute par cette citation un brin provocatrice peut-être, c'est pour dire d'où je me situe aujourd'hui. Je suis ni chercheur, ni acteur de terrain, en tout cas pas de terrain hospitalier. Et là, ce que je vous ai lu, c'est ce que j'avais en tête quand j'ai échangé avec Dominique et Christelle lors de quelques réunions préparatoires à cette session. Donc, je voulais partir de là parce que c'est ce que moi j'avais en tête quand on discutait résilience. D'où l'invitation de Dominique et de Christelle, qui m'ont aussi incité à prendre cette casquette de sociologue que, donc, paraît-il, je rappelle au quotidien. Voilà. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Cette posture de non-expert, elle a cet avantage que je peux vous délivrer une espèce de regard un peu naïf sur la question et de vous partager ce que j'ai appelé un rapport d'étonnement, c'est-à-dire en creusant un petit peu la question, qu'est-ce qui m'a marqué dans l'abord, on va dire, de ce concept de résilience. Là, vous voyez sur la diapo 2 articles issus de magazines grand public français, Philosophie Magazine et un autre magazine qui s'appelle Uzbek Erika. Et dans l'article intitulé « Et si on résiliait la résilience », donc celui d'Uzbek Erika, on peut lire ceci. « Le changement climatique nous emmène droit dans le mur. En attendant que les gouvernants aient des politiques vraiment courageuses, c'est à toi, citoyen, de te montrer résilient, de couper l'eau en te brossant les dents et de manger bio. En tant que femme, tu as été agressée sexuellement. En attendant que la société patriarcale change, c'est à toi, victime, d'être résiliente et de dépasser ça. Tu n'as pas grandi avec une cuillère en argent dans la bouche, en attendant que la société soit plus égalitaire. Regarde, d'autres s'en sont sortis. Donc, c'est à toi de te donner les moyens de réussir, même quand tu n'as pas eu les mêmes chances que les autres. » Donc, on voit bien ici que ces quelques critiques-là que je vous lis, elles pointent du doigt un phénomène marquant, si on suit ces critiques-là. C'est le transfert de responsabilité qui s'opère des institutions, que ce soit l'État, que ce soit l'entreprise, d'autres collectifs, vers l'individu, en faisant ainsi peser sur ses frêles épaules la charge de la gestion d'une situation, voire d'une condition difficile. L'article de Philosophie Magazine dénonce même les mêmes travers, mais en ciblant spécialement le domaine du management. Alors, ce que nous disent aussi ces critiques, c'est que le concept de résilience n'est donc pas seulement un concept scientifique ou purement analytique, mais donc bien une catégorie normative ou prescriptive. Et donc, en ce sens, si on suit ces critiques, l'ambivalence de la notion de résilience, mais aussi presque sa dangerosité, c'est de dépolitiser des situations pourtant éminemment politiques, puisque, et donc en les dépolitisant, d'être elle-même très politique. Donc la résilience dépolitise, puisqu'elle déplace dans le domaine du privé et de l'intime les ressources qui seraient à cultiver pour affronter les diversités. Donc ce ne serait plus qu'affaire de comportement individuel et même plus fondamentalement de volonté individuelle, puisque
derrière le comportement, il y aurait même la volonté de vouloir être résilient. Et donc, le transfert de responsabilité à l'échelle individuelle, ça crée des possibilités de résistance, voire de contestation collective. C'est une critique qui revient souvent dans ce type d'article. Si on fait peser sur l'individu, il n'y a plus d'organisation collective de résistance. Si on reprend en réalité la longue citation d'Apicratie que j'ai citée tout à l'heure, en réalité, c'est pas que la résilience qui est attaquée ici, c'est tout le domaine de la psychologie positive, du moins certains de ces usages. Donc voilà, tout ça, ça c'était mon point de départ. Donc c'était aussi la première partie de cette intervention, c'était pour vous dire d'où moi je suis un peu parti. Mais évidemment, il faut un petit peu dépasser ça. Et dans les échanges, ce qui m'a tout de suite été dit, c'est OK, mais nous on parle de résilience collective ou d'équipe, donc on n'est pas sur les mêmes terrains, mais je pense qu'on y reviendra après. Alors, mais avant de faire ça, je vais revenir un petit peu en arrière. Alors, il y a des choses qui ont déjà été dites ce matin. Si on revient sur la généalogie du terme, on le fait souvent remonter à la physique, notamment sur ce traité sur la fonte, que je n'ai pas lu en entier, qui nous dit donc, que je recherche sur ma page, que la résilience est la force de la fonte pour résister à une force d'impulsion, et donc elle est décrite comme une espèce de résistance. Voilà, donc ça c'est vraiment... Alors, il y a quand on creuse, en fait, il y a quelques débats sur l'origine. Est-ce que c'est vraiment la physique qui est à l'origine de la résilience? Apparemment, Thomas More l'avait utilisé en amont, déjà dans un versant un peu plus politique. Mais aujourd'hui, la résilience a très largement, on l'a vu ce matin, débordé le champ de la physique. Et ça, c'est le premier point d'étonnement de ce rapport d'étonnement, c'est de voir à quel point le concept est vraiment absolument partout, dans toutes les disciplines universitaires et même au-delà. C'est assez vertigineux. Et là, sur l'écran, vous n'en avez qu'un tout petit échantillon, puisqu'on peut aussi retrouver la résilience en informatique. Par exemple, je suis tombé sur une thèse, résilience et dimensionnement dans des environnements virtualisés. En architecture, la résilience urbaine, art de la crise et architecture pirate, ou en droit, ou en économie, ou en biologie, etc., etc., etc. Il y a une thèse qui porte sur les mécanismes de la résistance organisationnelle, et l'auteur dresse dans sa thèse ce tableau de quelques définitions issues notamment de la psychologie. Donc la résilience étant pour Cyrulnik, qui a été cité plus tôt ce matin, la capacité de l'individu à surmonter des épreuves, à se développer, à se reconstruire après un traumatisme. En écologie, où la résilience est d'une part la capacité de récupération ou de régénération d'un organisme ou d'une population, et d'autre part l'aptitude d'un écosystème à se remettre plus ou moins vite d'une perturbation. Ou encore en économie, où la résilience est la capacité de retomber sur ses pieds. Ça me surprend un peu comme définition, je ne la trouve pas très scientifique, mais bon, à retomber sur ses pieds, de garder le cap, d'assurer la pérennité d'un organisme ou d'une société, le maintien d'une certaine permanence dans un environnement turbulent. Alors, il faut mentionner ici que pour certaines des critiques qu'on peut lire sur la résilience, le fait qu'il y ait une telle diffusion du concept, c'est déjà un petit peu suspicieux. C'est-à-dire que, comme on dit en français, qui trop embrasse mal les trains, et donc on aurait cette idée d'un concept un petit peu passe-partout finalement, et donc un peu suspect. Alors, ça, on pourrait quand même tout de suite dire que c'est pas la première fois qu'on a évidemment un concept qui passe d'une discipline à l'autre. On a cité le mot de force, par exemple, qui vient aussi de la physique et qui a été largement employé par Marx, par exemple, ou en sociaux, le mot de champ, le concept de champ de Bourdieu, qui vient aussi... donc c'est pas, il vient aussi de la physique, le mot de champ. Donc voilà, c'est pas quelque chose d'absolument inédit. Donc on le trouve de manière large, je l'ai dit, dans beaucoup de disciplines, mais on le trouve aussi de manière très, très croissante. Là, sur la partie gauche de l'écran, j'ai pas fait un... Voilà, scientifiquement, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Mais j'ai cherché rapidement. Donc là, vous avez la fréquence d'apparition du mot résilience sur le site test.fr qui recense les thèses françaises. Donc si la courbe baisse, c'est juste parce qu'en 2022, je pense que la base de données n'est pas à jour. Mais vous voyez, alors vous voyez peut-être pas l'axe vertical. En gros, la pointe
arrive à 90 thèses qui sont lancées. Donc en abscisse, c'est l'année de première inscription en thèse. Donc là, on est vraiment dans le domaine académique. Et à droite, vous avez, vous connaissez peut-être le Ngrams, un outil de Google qui permet de vérifier l'occurrence des mots et leur évolution. Donc là, voilà, vous voyez résilience, la façon dont ça bondit un petit peu avant les années 2000. Donc ça, c'est pour vous donner voilà, une représentation graphique vraiment de cette diffusion du concept. Quand on creuse un petit peu et qu'on tape résilience dans un portail comme cairn.fr, .info plutôt, qui est un portail d'articles en SHS notamment, il y a un deuxième étonnement, je trouve, qui surgit. C'est qu'on trouve pas mal d'articles qui portent le terme de résilience dans leur titre ou dans leur résumé, avec parfois ensuite dans le corps du texte une définition très précise ou qui est très bien référencée, et parfois pas du tout de définition. Et parfois même le mot de résilience ne revient même pas dans le texte, c'est-à-dire qu'il est dans le résumé ou dans le titre, on ne le retrouve pas dans le corps du texte. Comme si la résilience était un concept grand public qui ne nécessitait même pas d'être redéfini. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai trouvé d'assez surprenant. Donc, à ce stade du propos, la résilience, on l'a vu, ça semble être un mot largement employé tant dans les sphères académiques et scientifiques que dans d'autres univers sociaux, comme on l'a perçu en début de propos, et dont l'usage va croissant ces dernières années. Et à l'intérieur même de la sphère académique, son utilisation se retrouve dans une très grande variété de disciplines, comme je l'ai dit. Le corollaire de cette utilisation très large du concept dans une grande variété de disciplines, c'est que la résilience s'inscrit dans des réseaux de concepts complexes qui débordent les frontières disciplinaires, sans pour autant représenter un fond commun à l'ensemble des disciplines. Et ça, c'est ce troisième étonnement, c'est celui provoqué par une nébuleuse autour du concept de résilience. Je reprends le terme de nébuleuse dans un article paru dans la revue Ecogéo, intitulé « Retour critique sur la mobilisation du concept de résilience » en lien avec l'adaptation des systèmes urbains au changement climatique. Et l'autrice de cet article, Béatrice Queneau, propose donc cette cartographie de la résilience, ou plus précisément des concepts afférents à celui de résilience et leur articulation selon les disciplines. Donc, par exemple, si on en croit ce schéma, la résistance est un concept afférent à celui de résilience que partagent la psychologie et les sciences des matériaux. Les sciences sociales et le domaine de la gestion des risques partageraient le concept de vulnérabilité. Les sciences sociales et le domaine du changement climatique, le concept d'adaptation. Et quant au concept d'apprentissage, par exemple, son utilisation serait caractéristique des seules sciences sociales. Et donc pour l'autrice, pour Béatrice Queneau, les définitions de la résilience sont moins précises dans les SHS qu'en sciences dures, avec des guillemets, car celles-ci procèdent largement par analogie et dépendent en bonne partie du modèle épistémologique de référence et du contexte dans lequel cette notion est étudiée. Donc la question qu'on peut se poser maintenant, une fois qu'on a vu cette cartographie, ce schéma de cette nébuleuse-là, c'est qu'est-ce qui se passe quand on zoome à l'intérieur d'une discipline précise. Alors là, à nouveau, je n'ai pas du tout avoir la prétention d'avoir fait pour toutes les disciplines, et ni même d'ailleurs entièrement pour une seule discipline. Hein, ce serait un travail, je pense, assez énorme. Néanmoins, on trouve quelques articles qui dressent des typologies, on va dire, de critiques qu'on peut émettre envers la notion. Et là, je me réfère notamment à un article qui s'appelle « The Construct of Resilience, a Critical Evaluation of Guidelines for Future Work » et qui est dans le domaine du développement de l'enfant. Alors, on me dira que c'est encore la résilience là, très individuelle, mais en réalité, c'est des critiques qu'on pouvait retrouver peut-être de manière un peu disséminée dans des articles plutôt côté résilience collective ou d'équipe. Donc, ça me paraissait intéressant de les partager ici très rapidement avec vous. Parmi ces critiques, il y a l'idée qu'il y a une grande variation définitionnelle du concept de résilience. On pouvait s'en douter, hein, vu la nébuleuse que je vous ai présentée précédemment. Et donc, je cite l'article, hein, enfin, je le traduis. La littérature théorique et de recherche sur la résilience reflète un faible consensus sur les définitions, avec des variations substantielles dans l'opérationnalisation et la mesure des constructions clés. Donc, non seulement la définition n'est pas toujours très stable, et en plus de ça, on a du mal à l'opérationnaliser. Il existe également des divergences de conceptualisation de la résilience, soit en tant que trait personnel, soit en tant que processus dynamique. Et ça, je pense, on pourrait l'appliquer aussi aux 5 minutes, il faut que j'aille vite, aux équipes, même si Dominique, tu as choisi ton camp, si j'ose dire, quand tu as écouté ce matin.
Je vais aller un peu plus vite, alors s'il me reste que 5 minutes. Autre point, la nature multidimensionnelle de la résilience. Alors, dans le cas des enfants à haut risque, l'idée pour laquelle certains chercheurs ont même fini par abandonner ce concept de résilience, c'est de dire, mais en fait, ils peuvent être résilients dans un domaine et pas dans l'autre. Et donc, on ne peut pas conserver ce concept-là pour l'individu. Il n'est pas assez solide. Justement, il y a la question de la robustesse aussi, alors c'est un mot qui a été employé ce matin également. La construction de la résilience présuppose l'exposition à des risques importants. Toutefois, compte tenu des incertitudes liées à la mesure des risques, il est difficile de déterminer si, dans une étude donnée, tous les individus considérés comme résilients ont connu les mêmes niveaux de risque. Je vais passer un petit peu plus vite avec un dernier point, une dernière typologie critique qui est de l'ordre de la théorie. Et les auteurs nous disent que les progrès dans le domaine de la résilience resteront sérieusement limités tant que les études resteront largement empiriques et non fondées sur la théorie. Alors ça paraît assez violent, mais en réalité, à la fin de l'article, les auteurs sauvent le concept et disent qu'il mérite d'être travaillé, mais qu'il est tout de même intéressant. Donc, pour tenter de... Oula. Alors, mes slides sont pas très jolis d'habitude, mais là, c'est pas normal, ça, quand même. Donc, c'est pas... bon, c'est pas très grave. Pour tenter de résumer, le concept de résilience est un concept présent partout, on l'a vu, dont les usages sont à la fois scientifiques, prescriptifs, normatifs, sont très diversifiés, et donc il prend place, on l'a vu, dans une espèce de nébuleuse conceptuelle qui joue avec les frontières disciplinaires, mais où, à l'intérieur même d'une discipline, on trouve des critiques grave, entre guillemets. Et donc, j'en viens à la dernière partie de mon propos. Quand on échangeait avec Dominique, on se posait la question, mais du coup, est-ce que c'est un buzzword, hein, je reprends l'expression que tu as utilisée. Alors, peut-être, on pourrait se dire, et alors? Enfin, c'est-à-dire, il y a d'autres concepts, je pense à celui de genre, par exemple, qui vient aussi de la science, qui a largement traversé plein de mondes sociaux, le militantisme, etc., l'univers politique, et qui, pour autant, demeure un concept important en science. Donc, à la rigueur, on pourrait dire, mais c'est pas parce qu'un concept est autant diffusé qu'il en perd une légitimité scientifique. Donc, finalement, la critique là me paraît assez peu intéressante quelque part. Alors, est-ce que ce serait un objet frontière? On peut penser que l'usage généralisé du concept de résilience à une grande variété de disciplines peut nous inciter donc à le percevoir comme un objet frontière. C'est d'ailleurs bien ce que représentait le schéma projeté tout à l'heure avec le diagramme de Venn, montrant comment différentes disciplines peuvent se retrouver autour de la résilience et de concepts qui lui sont afférents. Alors, un objet frontière, j'ai une petite définition très courte, c'est un concept dont la flexibilité interprétative lui permet d'opérer comme support de traduction hétérogène et comme dispositif d'intégration des savoirs, comme médiation dans les processus de coordination d'experts et de non-experts. On pourrait dire plus simplement, c'est peut-être parce que c'est un peu flou que ça permet à des acteurs de différents univers sociaux, ou même simplement à des chercheurs, de discuter entre eux, chacun en y mettant une part de ce qu'il a envie d'y mettre. Évidemment, la question ici, c'est de savoir jusqu'où on peut étendre cette définition. Alors peut-être que la clé de voûte de la résilience dans ce cas-là tiendrait à cette formule que j'ai lue, alors plutôt pour le coup dans le champ de l'écologie. Il s'agirait d'éviter l'ingérable et de gérer l'inévitable. Et ça, j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose qui serait commun à beaucoup d'approches de la résilience, en tout cas évidemment en sciences humaines et sociales. J'avance et je vais bientôt finir. Une question qui peut se poser, donc, c'est ce fameux passage à l'échelle. C'est-à-dire, OK, on peut dire qu'il y a des critiques sur la résilience individuelle, mais nous, on est en résilience d'équipe ou collective. Mais du coup, comment on passe de l'un à l'autre? Comment on fait pour que le concept, il change d'échelle? Et il y a une thèse, par exemple, où dans le résumé, je n'ai pas accès à la thèse entière, mais dans le résumé, l'autrice nous dit que la résilience organisationnelle est apparue suite aux travaux sur la résilience individuelle. Or, cette dernière se situe dans une approche psychologique et clinique. Les travaux qui traitent de la dimension organisationnelle, qui, elle, relève des sciences de gestion, ne se sont jamais intéressés à la manière dont on passe de la dimension individuelle à la dimension organisationnelle de la résilience. Donc ça, c'était une question que je voulais poser aujourd'hui. Et en même temps, avec cet autre point d'interrogation qui est, est-ce que vraiment il y a un passage de l'un à l'autre, ou est-ce que finalement il n'y aurait pas dès le départ deux formes de résilience, une individuelle et une
quasiment tout de suite systémique, notamment dans le champ de l'écologie. Et peut-être que les sciences sociales se sont plutôt inspirées de cette... mais je regarde, Dominique aura sans doute la réponse. Là, je vais aller vite parce que, en fait, Patrick Castel, ce matin, m'a un peu spoilé. Enfin, en tout cas, moi, je m'étais noté aussi une critique qui était de dire, enfin une critique, plutôt une question là, qui était de dire, mais quand on parle de résilience d'équipe, mais à nouveau, c'est quoi une équipe? Alors, Patrick l'a posé ce matin, cette question, mais elle me semble importante parce que dans un article sur la résilience des organisations, où les auteurs ont étudié la résilience d'entreprises familiales, ils disent en gros une entreprise elle est résiliente si s'il y a deux conditions. Il faut que les gens puissent être résilients, donc qu'ils aient des capitaux, des ressources. Il faut qu'ils le veulent. Donc le vouloir dans une entreprise familiale, ils disent ça, on peut supposer qu'ils l'ont, c'est leur entreprise. Mais quid d'une organisation qui n'est pas familiale, typiquement un hôpital? Est-ce qu'on est sûr que tous les gens, alors déjà, qu'est-ce qu'une équipe? Et même si on a défini ce qu'est une équipe, est-ce qu'on est sûr que tous les membres de l'équipe ont la même lecture de la situation? Est-ce que tout le monde a la même lecture de ce qu'est une crise? Et est-ce que tout le monde veut en sortir? Et est-ce que tout le monde veut le faire de la même façon? Autant de questions qui ne vont pas de soi. Avant-dernière, et je me dépêche, c'est quelle possibilité de résilience? C'est-à-dire que on voit beaucoup de textes où on entend beaucoup de choses sur la nécessité d'être résilient dans un monde qui change, un monde qui bouge, un monde dangereux, un monde voilà, en crise. Mais si la crise est permanente, si elle devient structurelle, que devient la notion de résilience alors qu'au départ, elle est censée répondre à une crise, justement. Donc, comment on passe d'un concept qui est qui s'attache, enfin qui est le reflet de celui de crise, donc quand même quelque chose normalement de limité dans le temps, à quelque chose, à des problématiques qui seraient structurelles. Et tout dernier point, mais ça, je ne l'avais pas noté, c'est en écoutant Patrick ce matin, je me suis demandé, est-ce qu'on peut être trop résilient? Parce que lorsque Patrick a décrit la frustration des médecins à aujourd'hui revenir à une situation antérieure post-Covid, alors que il y avait une forme d'émulation qui avait bien marché, si je résume, pendant le Covid. Et je me suis dit, mais en fait, il décrit la résilience, c'est-à-dire que l'organisation est revenue à un état antérieur. C'est quasiment la définition physique de la résilience. Le métal a subi un choc et il revient à son état antérieur. Donc là, est-ce que l'hôpital n'a pas été trop résilient finalement en revenant à un état antérieur qui aujourd'hui pose problème? Je vous remercie.